Je pense que moi, j'encouragerais toutes les femmes vraiment à faire des carrières dans le digital, l'informatique, qui sont des métiers vastes. On n'est pas obligé d'être développeur. Et puis, je pense que maintenant, ça changera énormément avec tout ce qu'on peut voir sur les LLM et les nouvelles technologies. Évidemment, avec l'EIA Capital, on investit sur des women-led founders, donc des compagnies qui étaient montées par les femmes. Elles ont moins souvent fait de l'informatique, donc elles ont plus souvent le profil de product owner et industrie expertise. Et il y en a une qui cherchait à faire un business de marketing sur de l'animation de réseau et qui me dit « mais moi, il faut vraiment que je trouve un CTO co-founder. Où est-ce que je peux le trouver ?» Et je lui ai dit « mais t'as pensé à faire Cécile GPT tu vois, pour ta première version, parce que finalement, c'était une fille qui était assez débrouillarde, sincèrement, et je sais pas où a été son histoire, mais tu vois, je pense que c'est vraiment l'opportunité pour des femmes de se lancer et pour des hommes aussi, hein, mais pour des femmes qui effectivement ont moins ce background technique et moins cette culture, de se lancer et de se dire non mais en fait c'est totalement fine, je peux le faire toute seule, j'ai pas besoin de CTO pour les prochaines étapes. Bon alors après, hein, rapidement, si ta boîte elle scale et que c'est tout le mal que je te souhaite et que tu fais des chiffres, tu auras besoin d'une architecture d'entreprise, tu auras besoin de sécurité, tu auras besoin d'un CTO pour plein d'autres raisons. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Paul Bazin qui est partenaire chez Daphne, on a sorti nos micros pour interviewer une des grandes figures féminines de l'innovation en Europe. C'est Claire Calmegène qui nous fait l'honneur de venir enregistrer ce podcast avec nous. Bonjour Paul, bonjour Claire. Hello. Salut. Alors Claire, on va parler de ta vision du futur de la FinTech. On va évoquer tes réflexions sur l'impact transformateur de l'IA dans le secteur financier, mais aussi tes activités de business angel via le fonds l'EIA Capital, l'entrepreneuriat féminin, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on aime bien savoir un petit peu qui on a à côté de nous. Donc Claire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où viens-tu, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce qui t'a amené à la Claire que tu es aujourd'hui ? D'abord, merci de me recevoir, merci à vous deux. Je pense qu'on peut dire que j'étais quand même un enfant assez atypique. Moi, j'ai grandi dans le 16e arrondissement, dans une école de filles. Enfin, il y avait un peu de mixité, mais pas énormément. Et puis, au fur et à mesure, j'avais cette passion pour les sciences. Enfin, j'adorais ça, et passion pour l'informatique. On était dans les années 2000 quand j'ai passé mon bac. Et je me suis dit, mais c'est là où le futur va se jouer. C'est là où il faut aller. Et donc, j'ai atterri sur les bancs d'EPITA, où j'étais la seule femme de ma classe pendant toute la première année, à vraiment découvrir from scratch l'algorithmie et ce que c'était. Et s'en est suivi 5 ans super, avec des amitiés qui sont encore aujourd'hui. Je pense que moi, j'encouragerais toutes les femmes vraiment à faire des carrières dans le digital, l'informatique, qui sont des métiers vastes. On n'est pas obligé d'être développeur. Et puis, je pense que maintenant, ça changera énormément avec tout ce qu'on peut voir sur les LLM et les nouvelles technologies. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même qu'au début encore de cette histoire et qu'il y a énormément toujours à apprendre. Donc moi, j'ai été depuis le début, en fait, motivée par cette volonté, cette curiosité d'apprendre. Et quand j'ai fait mes 5 ans, à l'école, c'était une école qui était très entrepreneuriale, qui correspondait, je pense, parfaitement, moi, à ma volonté d'entreprendre, de monter des projets, d'apprendre en faisant. Et c'est quelque chose dans lequel je me suis vraiment révélée. Et après, j'ai été faire 7 ans de conseil et puis 14 ans dans des grandes banques, aussi bien à l'étranger, au UK qu'en France. Et quand tu t'es dirigé vers une école d'ingénieur, c'était l'innovation qui te tentait, c'était le digital, c'était l'algorithmie, qu'est-ce qui te disait, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire? Ah bon, pour moi, c'était plus grand que ça. C'était que le monde allait être bouleversé par l'informatique et le digital. On est vraiment dans les années 2000 où on voit des gens vendre des verres d'eau par Internet et faire des sommes folles. Et je me dis, non mais cette technologie va changer notre vie. Elle va radicalement changer notre société demain, la façon dont elle fonctionne. Et il faut apprendre et s'immerger dans cet environnement.
Et en fait, c'est quelque chose qui va être assez consistant dans ma carrière. Quand je vais faire des choix, par exemple, de partir des États-Unis, d'aller à Londres, qui était la capitale de la FinTech, en disant il faut être dans cet écosystème, au contact des fondateurs, même si moi, je travaille dans une banque anglaise, qui est en l'occurrence assez traditionnelle. Et on va voir les mondes se mélanger, émerger, mais on va réussir à le faire ensemble. Et en fait, pareil, quand en 2018, je rentre en France et que je vois cet écosystème français et tech boomer, et je me dis, non mais... Et puis en plus, je l'avais déjà fait une fois, évidemment, quand j'étais au UK, mais je me dis, bah voilà, il faut se lancer, il faut le faire. Et encore récemment, là, avec l'arrivée des LLM, où je me suis dit, bah, il faut se remettre à coder, il faut apprendre les librairies Panda, il faut aller s'asseoir sur les bancs de l'école. Voilà, je pense que c'est un trait caractéristique que je t'ai matérialisé plusieurs fois. Et sauf que tu commences, après ton diplôme, en conseil. En fait, je fais du software engineering dans un ESN où je vais coder les systèmes de reroutage, donc déjà de l'IA à l'époque, pour les voitures sur le périphérique parisien, pour un client, enfin pour les réseaux France, Île-de-France, et je fais ce métier. Et en fait, après, je vais faire un master HEC, donc je fais un double diplôme. Et derrière, je vais faire du conseil, et du conseil en transformation des grands groupes via la technologie. Donc, je commence à travailler dans les modèles d'affaires, ce que tu connais bien chez Daphne, les chaînes de valeur, et comment la technologie n'est pas un simple outil ou ordinateur, mais actuellement quelque chose qui va pouvoir vraiment apporter de la valeur, décupler les usages qui sont là. Et du coup, toi, tu arrives avec la fougue de la jeunesse en disant bon, ça va tout changer. Il faut que ça, et on voit comment ça va tout changer. Et tu arrives dans les grands groupes qui te disent non, mais nous, on fait pas comme ça. Et tu vois que ça va prendre plus de temps. Est-ce que ta première expérience d'essayer de digitaliser les grands groupes, t'en sors quelque chose? Est-ce que c'est des bonnes expériences? Est-ce qu'on parlait de bureaucratie tout à l'heure? Est-ce que c'est tes premières rencontres avec la bureaucratie? Comment tu le vis, ça? C'est une super question. Et c'est plein d'histoires derrière, mais je t'en choisirai une. J'avais un client qui travaillait dans le secteur du transport. On a une conversation puisqu'on remplace toutes les interfaces client, customer experience et back-office. Donc, qui sont des interfaces expertes avec des écrans bleus où tu dois taper des lignes de code. Donc, tu as des gens qui ne sont pas des informaticiens, mais qui, en fait, même ont un système de hiérarchie où ils ont appris des commandes pour aller plus rapidement. Donc, en fait, on va les mettre sur les meilleurs potentiels placements qui sont là. Excuse-moi, par respect de confidentialité, je vais pas trop dans le détail. Mais à un moment, on a cette conversation où je dis, de toute façon, tout se fera via le mobile. Tout va se faire via le mobile. Le papier va disparaître. Ça, c'était quand ? On aura des écrans. On est en 2000, avant 2010, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, le début de l'iPhone. Exactement, le début de l'iPhone. Et donc là, je me souviens d'une réunion client où on me regarde avec des billes en disant « Non, mais tu comprends pas ce que tu racontes ». Évidemment, 10 ans plus tard, ou même maintenant, 20 ans plus tard, tout ne passe que par le mobile, voire c'est complètement digitalisé. Mais c'est un bon point ce que tu mentionnes, parce que la technologie, elle est qu'une toute petite partie, en fait, de mon métier. Et souvent, je dis, mon métier, c'est avant tout un métier qui est l'accompagnement du changement. Donc, vraiment travailler l'humain et travailler qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider le CEO ou la personne en face à, quelque part, comprendre la technologie et nos usages dans le cadre de son métier. Et parfois, moi, je n'ai pas toujours les clés de lecture, tu vois, de travailler dans des métiers financiers où on manipulait aussi bien les marchés de capitaux que la banque de détail où on te donne un compte ouvert.
il y a une variété de métiers qui était absolument énorme. Et, puisque moi, j'ai grandi toute ma carrière dans la technologie, même si, évidemment, l'intersection de la finance et de la fintech, mais je n'ai pas passé 25 ans à faire de l'asset management. Donc, tu vois, quand les gens viennent me dire « Donne-moi les 10K dans l'assurance ou l'asset management avec le generative AI », évidemment, tu vois, au bout d'un moment, tu apprends, mais c'est pas si simple que ça. Donc, il faut trouver... En fait, c'est un métier où vraiment, il faut apprendre à le faire avec humilité et pour aider l'autre, en fait, à acquérir cette compétence. Et nous, on retient... Moi, j'ai appris énormément à travers ces années. Et aussi, bien comprendre qui vont être tes ennemis, qui vont t'aider à piloter cette transformation et cette innovation. Et finalement, qui va mettre plus de temps à l'embrasser. Mais en général, voilà, tout le monde finit par de toute façon passer, parce que la réalité, c'est market is market. Tu vois, le business se fait, comme mon histoire de ticket digitalisé, finalement, il y a un moment... c'est là où va tout le monde. Et finalement, le meilleur moment, je trouve, c'est quand parfois ceux qui étaient un peu les plus résistants sont là, mais voilà, c'est l'idée du siècle, tu vois. Je dis souvent, de toute façon, le job de directeur d'innovation, c'est celui où quand ça marche, c'est jamais ton succès, et quand ça foire, c'est toujours ton problème. Et comment tu as fait et comment tu fais encore aujourd'hui pour rester au fait de toutes ces innovations qui arrivent sur le marché ? Écoute, ce serait intéressant de demander à Paul comment il fait... dans le VC pour toujours avoir 10 doigts partout. On demande à nos experts. Hello. Donc Claire, je te répète la question. En fait, moi j'ai toujours adoré lire, suivre les tendances. Je pense que tu sais, c'est comme... ça fait quand même partie de ma personnalité. Moi, je suis un early adopter. J'ai à peu près 50 comptes en banque de différents... cartes, parce que c'est pas toujours des comptes en banque de différents pays installés sur mon téléphone. J'ai toujours envie de savoir quelle est la dernière chose. Je suis toujours curieuse, tu vois, mais même des usages vraiment... qu'est-ce qui se passe sur l'ATM, tu vois, qui n'est pas le truc le plus innovant, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, voilà, je pense que c'est toujours en essayant... Nature curieuse. Voilà, mais je pense que c'est important d'être curieux, c'est important de le lire, mais ça suffit pas. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans l'usage concret. Donc, typiquement, sur le digital asset, qui sont des concepts parfois assez... méta, tu vois, on peut parler de la crypto et un token, et ok, ça, voilà, c'est la responsabilité de chacun, mais c'est peut-être plus concret. Quand on lance une nouvelle plateforme digital asset qui réinvente la façon dont l'infrastructure des marchés de capitaux fonctionne, il faut vraiment, c'est pas que des tendances, quoi. Tu vois, il faut vraiment se plonger dans le sujet, travailler, comme je disais aussi, avec les experts métiers et essayer de trouver les meilleurs fonctionnements et commencer à faire. Et quand tu fais tourner ces nouveaux business models qui sont très innovants, et je ne l'apprendrai sûrement pas à Daphne, mais il faut être prêt aussi à faire des erreurs, à aller défricher des sentiers qui n'étaient pas là, à mettre les acteurs en commun, que ce soit des régulateurs, des banquiers, des technologistes, pour dire, mais en fait, comment on fait un business model qui ajoute de la valeur ? Parce que avant tout, pour moi, tu cherches quel est l'usage client, quel est le pain point auquel tu réponds, et ça drive ton modèle économique. C'est rarement l'inverse. On trouve rarement le modèle économique et je te plug la tech derrière. On est évidemment 100% alignés. Et quand tu fais partie du coup de l'innovation d'une grande société, surtout dans des sociétés régulées en finance, comment tu fais une fois que tu as trouvé ton pain point, donc tu as compris ta chaîne de valeur, tu vois où est ton pain point, tu vois ce qui peut être amélioré. Comment tu prends la décision de se dire, OK, on investit en interne pour le faire, ou il faut qu'on aille voir sur le marché ce qui existe et faire plutôt soit via du M&A, soit via un contrat business avec des sociétés tierces? En fait, déjà, c'est super important ce que tu as dit et souvent, on ne le dit pas assez, mais le premier point, c'est d'identifier quelle est ma stratégie, comment je la décline, donc quel est le pain point que j'essaye de résoudre dans ma stratégie, ou quel est, donc ça peut être, je dois générer plus de PNL dans les marchés de l'épargne, ou voilà, je vois un besoin client qui est identifié là, il s'associe à un PNL ou il s'associe à une transformation d'une de mes chaînes d'opération, et après... je prends cette décision build, buy ou partner.
parce qu'en fait, tu as les 3 leviers qui sont disponibles. En général, c'est des décisions que tu prends en commun. Donc, tu regardes quel est ton legacy informatique, comment se porte ton enterprise software, où sont les chaînes de développement. Et tu vas souvent, en fait, demander la version en interne et le coût de la version en interne, la version si tu l'achètes. L'achat, pour moi, c'est plus souvent une transformation profonde de la chaîne de valeur. Mais en tout cas, entre build et partner, tu vas finalement, c'est une logique de compétitivité et d'exécution. C'est-à-dire que si tes informaticiens ils sont en train de faire des remédiations et qu'ils en ont pour 2-3 ans, mais que toi tu penses que le marché c'est maintenant, soit tu repriorises, soit tu vas aller vers une ressource partenariale. Et après, il y a quand même une composante d'innovation qui est importante dans le partenariat, c'est que souvent, les sociétés qui sont celles dans lesquelles Daphne investit, elles ont des capacités d'innovation qui sont plus élevées que des organismes traditionnels, parce qu'elles sont pas nées dans des environnements parfois aussi rigides que ceux qu'on a, et elles ont aussi des talents et une base de talents qui a une prise au risque qui est simplement différente. Alors évidemment, quand tu grossis et quand tu fais des acquisitions, ça devient une autre paire de manches. C'est sûr que tu as moins de legacy, mais tu n'as aussi pas la même temporalité. Et parfois, nous, ce qu'on voit aussi dans notre portefeuille, c'est que une start-up, quand on lui dit demain, elle pense à demain. Et quand un grand groupe dit demain, c'est plutôt ça peut être le prochain trimestre. C'est sûr qu'on a une gestion des agendas, des budgets, des comités, à une comitologie qui est assez codée. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui évolue, tu vois. Là, je pense qu'il faut reconnaître que moi, j'ai vécu quand même plus de 8 ans au UK, sur lesquels, évidemment, il y avait une pénétration du digital. Alors, la France a beaucoup progressé sur ces dernières années, mais quand moi, je suis partie des UK, on vendait dans la banque 85% de nos produits en ligne. C'était pas les standards de marché de ce que tu voyais en France et sur le marché français. Et donc ça, c'est important parce que si tu veux, plus tu vends sur le digital, plus tes équipes digitales en fait, deviennent juste les équipes produits, plus tu drives de l'agilité dans ton entreprise et plus ça se fait. Tant que tu es en dessous de 30%, en fait, il y a toujours ce statu quo entre des équipes en interne qui vont gérer un backbook, un business, et d'autres équipes qui développent un business. Donc évidemment, ça n'arrange... Enfin, ton point, il est vrai, mais ce que je veux dire, c'est, en fait, finalement, au fur et à mesure que la digitalisation s'intègre et que l'agilité prend forme, je pense que oui, c'est plus lent, mais quand même, ça devient moins 3 mois que... il faut mettre en route la machine, mais une fois qu'elle est partie, elle est lancée, quoi. Et tu fais une bonne transition parce que tu nous parles des UK et on s'est arrêté, on est passé très vite sur l'innovation au sens large, mais pour revenir un peu sur ton parcours, donc tu passes du conseil en innovation et tu vas finalement, comme beaucoup de personnes en conseil, tu vas chez le client. Ouais. C'était pas mon client, mais oui. Mais tu vas faire en interne ce que tes clients te demandaient. Comment ça se passe et tu pars directement à l'étranger ou tu commences en... Alors, je faisais de la recherche aux États-Unis sur les transformations digitales des entreprises au MIT. Et donc, de là, je suis dans un partenariat que Capgemini avait. Et de là, je vais au bureau Capgemini au UK. Et en fait, ça va être c'est la crise des marchés. C'est 2012, donc c'est la crise des marchés financiers. Et c'est toujours un peu pareil. Donc, les côtés plus innovants, plus digitaux vont être moins priorisés dans les roadmaps ou plus donnés aux équipes internes. Et du coup, en travaillant dans des équipes de conseil, tu travailles plus sur des activités de cost-cutting, de résolution des sujets conformité. Et donc, va se trouver l'opportunité de continuer à faire, moi, ce que j'adore et ce pourquoi je pense que je suis née. Il va se trouver l'opportunité de piloter le digital dans une grande banque anglaise. Écoute, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Finalement, je ne sais plus, j'ai un coup de fil, quelqu'un qui me dit on aimerait beaucoup que tu viennes passer un entretien. Mais en fait, je vais venir passer cet entretien et à la fin, il va me dire qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour que tu prennes le poste? Et je me souviens, et donc j'accepte le job, on discute, j'accepte le job, je dis voilà, moi je pense que
vous êtes une grande banque anglaise, vous donnez les moyens, mais qu'est-ce que exactement moi je vais avoir à disposition? Parce que tu vois, on reste dans des univers, on n'est pas dans la start-up, tu vois. Même si tu as l'investissement, tu dois toujours avoir les RH de la banque, voilà. Et donc je lui dis qu'est-ce que c'est exactement? Donc une conversation, et puis je me souviens, donc j'accepte le job et je sors et je me dis il faut que je l'annonce à mon boss, quoi. Et donc, je prends un Eurostar, je rentre à Paris, et puis je lui dis, je sors, je lui dis, il faut qu'on se voit. Il me dit, pas de souci, on se verra la semaine prochaine. Je dis, non, il faut qu'on se voit cet après-midi. Et je rentre et je lui dis, là, je vais prendre un autre poste. Et donc, tu tombes un peu par hasard dans l'industrie de la finance? Pas du tout, non, j'étais déjà assez spécialisée, c'est assez consistant, j'étais déjà assez spécialisée pour mon boss qui était mon mentor et qui m'a beaucoup aidée dans ma carrière, m'avait dit déjà à l'époque, choisis une industrie, spécialise-toi, parce que comme tu as des soft skills qui sont assez bons, ton risque c'est qu'on va toujours t'utiliser un peu sur les jobs type PMO ou hot job, tu vois, voilà, ce qu'on pourrait appeler maintenant les chief of staff, tu vois, mais un peu le couteau suisse à mille pattes. Voilà, il m'a dit, c'est très important pour toi que tu te construises une autre expertise que la technologie et que tu comprennes bien le métier, la chaîne de valeur. Et je pense que je le remercierai jamais assez parce que finalement, c'est vraiment le fait d'avoir les deux, donc une bonne compréhension des chaînes de services financiers et une bonne compréhension des technologies qui est un énorme différenciateur qui m'a permis d'aller vraiment de développeur à regarder des executive history et puis aujourd'hui pouvoir regarder des build-up, le futur de la finance, contribuer dans des gouvernements partout dans le monde. Donc, premier conseil de ce podcast, en tout cas de première leçon à retenir, c'est bien de spécialiser et de comprendre une industrie, un marché. Je pense que le premier, c'était faut faire. Faut faire. Pas avoir peur. Tu vois, faut pas avoir peur, faut faire, faut mettre les mains dans le cambouis, il faut vraiment y aller. Le deuxième, effectivement, c'est se spécialiser. Et je pense que c'est vrai, même pour les gens qui travaillent aujourd'hui dans des industries super hot comme l'IA ou, tu vois, les digital assets, comme je te disais, il y a plein de verticales dans les digital assets. Il y a un moment, il faut comprendre l'intersection entre le client, la chaîne de valeur dans laquelle tu travailles, parce qu'on, voilà, quelque part, quand tu construis des business ou que tu cherches tes jobs, ils sont aussi quadrillés. Sans rentrer dans la boîte, il faut quand même un peu faire ta boîte en tout cas. Tu as évoqué le futur de la finance. On sait de sources sûres que tu as pas mal voyagé ces derniers temps. Tu as fait Japon, Taïwan, les US, en tant que speaker, notamment dans des events. Qu'est-ce que tu retires de toutes les discussions que tu as eues avec les personnes, les locaux ? Moi, j'ai trouvé ça, voyager, et j'espère qu'on pourra le faire encore dans les années qui viennent, mais je trouve que c'est une source d'apprentissage et de pouvoir accueillir la diversité de la façon dont la finance s'opère. Je trouve que ça enrichit énormément. Et le Japon, qui à la fois est une super puissance économique, qui a des énormes salles de marché, et en même temps qui a un environnement. Et je ne fais que répéter les mots du ministre du Digital du Japon quand il était là, où il disait « il est vraiment temps qu'on innove ». Qui est, comme vous le savez, un environnement dans lequel il y a peu de femmes dirigeants, qui a une transition géographique compliquée. Et moi, j'ai trouvé, il a fait l'annonce des tech visas en disant on va accueillir différentes nationalités sur des visas tech. Alors nous, en France, ça nous paraît comme si c'était old news. Au Japon, quand même, ça fait un peu son effet quand on est pays local. Et après, sur les usages, de toute façon, ce qui est un challenge, je trouve, au Japon, c'est que leur technologie fonctionne. Donc, elle n'est pas optimale dans le user experience, mais en fait, elle fonctionne. Et donc, c'est dans des mentalités où ils ne sont pas du tout comme les Américains. Les Américains, ils cassent, ils avancent, ils cassent, ils reconstruisent, ils cassent, ils reconstruisent. Nous, on a parfois un peu tendance à construire les cathédrales, mais eux, c'est un peu... est-ce que quand on revoit un processus, c'est pas désavouer finalement tous ceux qui ont amené à construire ce processus et ça va dans leur culture. Donc, je trouve que c'est
super de voir leur dynamique d'innovation, tout ce qu'ils font sur le yuan digital et la monnaie digitale, où je pense que vraiment sur le retail, ils passent en avant. Alors évidemment, avec une géographie en Asie qui utilise quand même plus du Alipay et de la monnaie digitale nativement. Taïwan, pour moi, c'était à la fois... Il y avait une conf sur la digital démocratie et je trouvais que s'il y avait bien un pays, alors je ne sais pas si en France on dit que Taïwan c'est un pays, mais s'il y avait bien un pays qui le ferait et qui hardcoderait tout ce qui est les droits civiques, la façon dont ça fonctionne, comment on fait l'online voting, comment on décide les budgets, quelque part tu te dis Taïwan, ils ont des vraies raisons de prendre cette longueur d'avance. Et pour moi, c'est des sujets qui se traduisent. Donc, je voyais les gens de projet Liberty, que je vous invite à regarder, qui est né notamment de Audrey Tang, qui était cette ministre du digital, qui a été nommée pendant le Covid et qui a énormément fait sur la digitalisation de Taïwan. Mais également, donc ça c'est Plurality, il y a également Project Liberty aux US, qui se positionne en disant il faut qu'ils travaillent avec Tim Berners-Lee, le fondateur d'Internet, et d'autres, pour dire mais en fait comment on sort aussi des logiques des GAFA et qu'on va créer un Internet plus vertueux avec justement cette notion d'identité, etc. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que quand je vois que mon iPhone me dit j'ai bloqué 15 fois ton tracking juste sur le dernier jour de profiling, je me dis ok, voilà. C'est toujours un peu... Ça me pose en tout cas des questions. Je ne sais pas si ces organismes, je ne les connais pas suffisamment, mais j'avais envie, moi, de m'enrichir de ça. Et surtout, je pense qu'en Europe, moi, pour travailler au UK, en France, je pense que c'est des problématiques que vous connaissez bien chez Daphne, de taille critique de nos entreprises de tech. Quelque part, c'était intéressant d'écouter Mario Draghi cette semaine en disant, faut le marché unifié européen. Ok, mais combien d'années ça va nous prendre ? Voilà, on voit bien les sujets politiques en local, comment ils se passent. Donc moi, je me dis quand même, en fait, si on faisait de la démocratie digitale qui est unifiée, si on avait une identité numérique unique déjà, si on arrivait à avoir une monnaie digitale qui est utile et pour tout le monde, si on arrivait à avoir un minimum d'infrastructures où il y a la clarté du budget, où on arrive à faire des voting rights et qu'on arrive à partager ça, je pense qu'en fait, ça donnerait un atout à la tech européenne. Et donc, pour moi, c'est comment on transpose certains apprentissages de ces écosystèmes pour faire ça. Et sur ton point, dans le futur de la finance, pour moi, la base, elle est là. Enfin, si on regarde le futur de la finance européenne, bien sûr, tu as les thématiques récurrentes qui sont la digitalisation et les nouveaux types d'assets class qu'on peut voir dans les digital assets. Tu as tout ce qui est fongibilité des chaînes de valeur, que ce soit dans la comptabilité ou finalement, aujourd'hui, tu as une banque, un comptable, tu as quand même 5-6 personnes qui vont s'occuper de toi en tant que chef d'entreprise. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, il y a des mécaniques beaucoup plus intégrées qui vont gérer ça et te proposer des opérations de cash management, de trade, à tous les étages de la fusée, que ce soit... je ne vais pas citer de nom parce que j'aurais des appels, mais que ce soit sur des plus petits porteurs, des moyens ou des gros qui sont là. Tu vas retrouver la même chose, ces mêmes chaînes de valeur qui sont modifiées dans tout ce qui est wealth management, avec une exception française qui est le CGP, donc le conseiller en gestion de patrimoine. Mais bon, on revoit ces plateformes, même allemandes, des résines qui sont là depuis plus de 10 ans, et puis maintenant des Bitpanda qui émergent, et en France, plein d'autres qui sont là, qui se font de la place. Donc tout ça, et puis le monde des paiements qui effectivement a maintenant plus fortement évolué. On a vu avec les Adyen aussi bien sur la partie gestion du cash des grandes entreprises que finalement sur le day-to-day où je pense qu'il y a encore, on parlait, je pense qu'il y a même encore 6 ans quand j'ai pris mon poste à la SocGen, je disais non mais les cartes c'est là pour toujours. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on voit que c'est beaucoup plus dématérialisé en termes d'usage. On n'est pas à faire des cartes biométriques où tu mettais ton pouce pour t'authentifier plutôt que ton compte bancaire. Simplement ton téléphone et la biométrie. Après, il faut être vigilant et faire attention évidemment au sujet de fraude et cyber et conformité qui sont probablement le dernier domaine où effectivement l'IA est énorme, tous les sujets data quality, suivi des flots de liquidité, etc. Donc il y a des grandes thématiques dans la finance qui constitueront la finance de demain et ça c'est sûr. Mais encore une fois, la technologie, c'est loin de tout résoudre. Donc, il y a qui sont les hommes et les femmes aux manettes en fait, de ces business et de ces transformations.
à quelle vitesse en fait peuvent s'opérer. Et ça, c'est aussi une question que toi et moi on débat souvent sur d'où vient la liquidité, qui va financer en fait ces objets. Et notamment, et souvent tu reviens sur la logique européenne. Et donc c'est pour ça que pour moi les sujets comme qu'est-ce qu'on peut prendre de la digital démocratie, comment on peut résoudre ces problèmes différemment. Parce que si tu attends juste d'avoir l'Europe unifiée, d'avoir ça, bon écoute, moi j'ai vécu au UK quand ils ont fait Brexit. Hein. Ouais. De toute façon, si on attendait que les politiques fassent pour faire derrière, je pense qu'on peut encore attendre un peu. Je commenterai pas, mais bon. Non, mais en fait, il faut que ce soit insufflé par des besoins et donc il faut commencer, il faut continuer à innover. Mais moi, de ce que je retiens de tout ce que tu viens de nous dire là, c'est qu'en fait, les gros besoins de digitalisation encore là, ils sont à l'échelle régulatoire au pays. À étatique, et on n'est plus vraiment dans la digitalisation d'un business case, d'une vertical business ou d'une industrie, mais qu'on a un vrai besoin finalement de digitaliser nos façons de fonctionner en termes de peuple et de gouvernement. C'est un truc que tu ressens fortement, ou tu te dis mais en fait non, il reste aussi plein de choses, plein d'opportunités digitales aussi sur des plus petites verticales, sur des marchés qui n'ont pas encore été digitalisés. Je pense quand même sur la digitalisation des banques, ça fait maintenant, les premières aides bancaires, c'était, ça devait être 2009-2010. Je pense que tu vois les premières apps bancaires. On est en 2024. Bon, tu vois, le cycle, il était quand même assez long. Moi, quand je regarde les benchmarks, il y a peu de banques qui n'ont pas fortement entamé leur digitalisation et qui ne sont pas sur un pourcentage de vente digitale qui est maintenant significatif. Après, je ne te dirais pas que... il n'y a pas à aller plus loin. Comme on dit souvent, la digitalisation, tu l'as pris d'un côté. Est-ce que c'était le bon côté ? Tu sais, il y a cette fameuse phrase où le CFO dit il y a 50%, je ne suis pas sûre que ça fait. J'espère que moi, c'est le bon 50% que j'ai investi. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a toujours... il y aura toujours des niches à aller. Et c'est aussi parce que ce que je te mentionnais, c'est-à-dire qu'une transformation digitale pilotée par l'IT, elle n'a probablement pas suffisamment intégré les composants du business model. Et donc, in fine, de l'equity story que tu présentes à tes investisseurs et de la façon dont tu transformes ton business front to back. Donc, je pense que il y aura toujours des cas où tu vas trouver, où tu vas dire, faut refaire ça, etc. Maintenant, je pense qu'on est quand même, en fait, la vérité, un secteur assez avancé dans la digitalisation, surtout comparé à d'autres secteurs, tu vois, qui, je pense... catch-up et s'y font. Il y a aussi des directives de réglementation sur la façon dont, par exemple, un data office doit être structuré. Il y a des gouvernances, par exemple, des modèles qui existent dans les banques depuis leur inception, parce qu'en fait, nous, le métier de la banque, c'est recevoir du dépôt et s'assurer de la sécurité de tes dépôts en te proposant des services et avec une partie de rémunération qui est faite par les banques sur ces services. Et pour cela, on utilise des modèles. Qui, dans le monde du retail, des modèles dans le monde commercial qui sont sous supervision. Et pour ça, et des modèles dans les marchés de capitaux. Et pour ça, il y a toute une gouvernance des modèles qui existe déjà depuis longtemps. Donc pour moi, tu vois, on a tous les fondamentaux qui sont là. Après, il y a des degrés de maturité différents dans la gestion de la data, dans la data quality et dans ces faits. Mais je pense que oui, in fine, tu vois, si tu regardes dans 10 ans, on peut se dire que quand même la plupart du monde bancaire sera transformé. Et si tu n'as pas résolu ces problèmes d'identité digitale, je pense que tu vas, et de monnaie digitale, tu vas avoir d'autres challenges. Et c'est aussi des opportunités pour l'Europe. Tu vois, l'Europe, le business, je ne sais pas si je te prends le business de cash management, c'est quand même un business mondial. C'est pas un business local, franco-français, où tu dis, moi je prends... la banque française par rapport à ça. Tu prends le meilleur prix qui est compétitif. Alors, peut-être tu vas avoir des angles ESG à un moment, mais bon, ça reste un métier qui est quand même très digitalisé. Donc pour moi, les angles d'innovation, ils sont aussi très nécessaires pour l'Europe face à un marché finalement très compétitif de banques américaines qui sont déjà très organisées et très présentes sur le territoire européen et de banques d'Asie qui opèrent aussi ces business.
Il nous reste malheureusement que quelques minutes. Quelques questions. Et la leçon, l'input numéro 1, c'était faire. Et il semblerait que tu t'es mise à coder. Je me suis pas mise à coder, hein. Je me suis remise à coder. Mais c'est vrai que moi, j'ai appris il y a plus de 20 ans à coder. Et dans cette transformation avec les LLM, je trouvais que c'était quand même hyper important de vraiment remettre les mains dans le cambouis. Enfin, tu vois, on parlait de Panda, on parlait de Seaborn, on parlait de Matplotlib, et je pouvais comprendre les concepts. Mais en fait, vraiment, pour moi, c'était important de le faire. Donc, j'ai vraiment été recodée à l'école, à Télécom Paris, avec le centre iParis que j'invite tout le monde à faire. Et en fait, franchement, j'étais hyper impressionnée. Et je pense que dans l'industrie, les gens devraient tous le faire pour comprendre. Tu vois, je pense que parfois, le concept est intéressant, mais que vraiment, la preuve de l'exemple, quand tu mets ton curseur sur ton VS Code et que tu lui parles en langage naturel, et puis qu'après, tous les projets informatiques où tu as pu faire bouger des boules et ça t'a pris 3 semaines à le faire dans un tube, tu vois, qui était là. Et là, tout à coup, ça prend à peu près 3 secondes et demie... 2 minutes, tu vois, pour le faire. Même la semaine dernière, j'étais en train de coder des applis pour mes enfants avec des jarpots, tu sais, avec des objectifs goals. Et c'est aussi une façon de leur apprendre à eux. Mais je pense que oui, apprendre, de toute façon, travailler dans un métier, et je pense que c'est aussi pareil pour vous, les VC, encore plus vrai, les entrepreneurs. Mais il faut toujours apprendre, il faut vraiment avoir l'humilité d'apprendre. C'est pas toujours facile, parce que quand on est senior, on a tendance à dire non, mais t'as pas besoin, ou attends, je vais faire à ta place, ou je vais te prémâcher le travail. Mais en fait, il faut vraiment toujours se mettre dans cette dynamique d'apprentissage. Et ça passe aussi à le faire ensemble. Hein. Enfin, tu vois, je pense que moi, alors là, je l'ai fait avec iParis dans des super conditions, mais tu vois, je pense que c'est aussi vraiment des réseaux entre les patrons du digital, de l'innovation, même des chefs d'entreprise, enfin, tu vois, même des entrepreneurs qui finalement se demandent ça. Et je partageais l'anecdote, mais évidemment, avec Leia Capital, on investit sur des women-led founders, donc des compagnies qui étaient montées par les femmes, et elles ont moins souvent fait de l'informatique, donc elles ont plus souvent le profil de product owner et industrie expertise. Et il y en a une qui cherchait à faire un business de marketing sur de l'animation de réseau et qui me dit, mais moi, il faut vraiment que je trouve un CTO co-founder. Où est-ce que je peux le trouver? Et je lui ai dit, mais t'as pensé à faire Cécile GPT tu vois, pour ta première version, parce que finalement, c'était une fille qui était assez débrouillarde, sincèrement, et je sais pas où a été son histoire, mais tu vois, je pense que c'est vraiment l'opportunité pour des femmes de se lancer, et pour des hommes aussi, hein, mais pour des femmes qui effectivement ont moins ce background technique et moins cette culture, de se lancer et de se dire non mais en fait c'est totalement fine, je peux le faire toute seule, j'ai pas besoin de CTO pour les prochaines étapes. Bon alors après, rapidement, si ta boîte elle scale et que c'est tout le mal que je te souhaite et que tu fais des chiffres, tu auras besoin d'une architecture d'entreprise, tu auras besoin de sécurité, tu auras besoin d'un CTO pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, je trouve que la réalisation des idées et cette capacité d'actionner qui est souvent une barrière que moi j'ai vue chez les femmes en disant mais moi je sais pas faire, j'ai pas le background technique, etc. Pour moi, voilà, elle a sauté, elle est accessible, et j'adorerais que dans les bootcamps, dans les formations en ligne gratuites, beaucoup plus en 4-5 heures, hein, maintenant on peut apprendre à prompter dans du no-code et commencer à faire des applis en fait. Hein. C'est un bon mot de la fin. Merci Claire, merci Paul. Beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, faites sauter les barrières, apprenez, faites. Osez. Merci. À bientôt. Merci.